mais que dans le livre, il y a des passages, si les gens s'y intéressaient, pourraient le valoir, et notamment sur la question d'Aïcha, voilà. Et notamment la femme du prophète qu'il a épousée lorsqu'elle avait 6 ans. Voilà. Mais comme les gens s'intéressent davantage à Charlie Hebdo, pour le moment, j'échappe à ça. Et que je suis surprise, en réalité, ma crainte venait davantage de ce que je condamnais le comportement du prophète que de ma vie, les 3 dernières pages de ma vie sentimentale. Et donc c'est ça, c'est pour dire que la France se regarde elle-même, elle regarde soi-même, elle regarde ce qu'il y a dans les chambres et pas en réalité le vrai sujet où vous avez des pays qui aujourd'hui se fondent sur le comportement du prophète pour abaisser à 9 ans l'âge légal du mariage. Évoquer la Tunisie, ça ne tient à rien. Pas tout président qui était, c'est très significatif. Dans les années 70, quand il a juste dit qu'il faudrait parler et débattre de la question de l'héritage, il a reçu une excommunication de l'Arabie Saoudite dans les 24 heures. Il a dû céder parce qu'il était âgé, parce qu'il était malade et que la société ne suivait pas. Donc rien n'est parfait, mais il n'y a pas de... Non, parce que fondamentalement, en relisant a posteriori, moi je l'avais acheté quand j'étais adolescente, et je vous avoue que j'ai trouvé ça plutôt au milieu et ça ne m'intéressait absolument quelle fatwa. Et j'ai pas des propos radicaux comme Irshadi, hein. Je dis pas que l'islam est parfait. Non, mais il y a juste quelques lignes qui... Non, parce que j'aurais... Enfin, ce qui me choque davantage, c'est dans le cadre de la promotion du livre, c'est que, je vous dis, le vrai sujet, c'est le mariage des enfants. Le mariage des enfants qui se fonde sur le comportement du prophète au 7e siècle. Ça, personne ne le lit. Par contre, on lit, évidemment, et c'est vrai, mais en même temps, je vais vous dire... Pourquoi le prophète disait quoi, pardon? Le prophète épousait une petite fille qui s'appelle Aïcha, qui avait 6 ans. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, au Yémen ou en Irak, le mariage des enfants perdus, parce qu'ils trouvent un fondement, pas divin, mais dans le comportement, en disant après tout, si le prophète l'a fait, c'est que c'est bien. Justement, vous qui avez fait du droit et qui avez fait de droit, parce que encore une fois, vous avez cité l'exemple indien où c'est par le droit, que au départ c'était l'égalité d'égalité de salaire, qui vous plaît plutôt. Est-ce que vous croyez à la force du droit? Je crois que c'est la raison pour laquelle je suis très inquiète par exemple pour le Yémen, c'est que l'Arabie Saoudite a financé l'université islamiste de Sanaa, et aujourd'hui les magistrats sont formés en fait à la charia et pas à un droit séculaire en fait, et c'est ça le vrai drame. C'est qu'aujourd'hui vous avez une élite qui est en train d'être formée à travers le prisme de l'enseignement saoudien, qui finance des madrasas au Pakistan, l'arabisation. Et l'arabisation se fait, l'Algérie, Olem Sansal l'explique très bien. Et donc vous avez des gens qui font des études, mais leur bagage universitaire, vous avez beaucoup de memorizing Coran, donc on mémorise le Coran, on fait des choses. Et moi, quand je cite le cas de cette magistrate, elle a été formée à l'université islamique de Sanaa. Et quand vous avez des gens qui sont recrutés en dehors du concours, à travers des études juridiques qui ont été faites, à partir de programmes scolaires charia compatibles, j'avoue que ça me fait un peu peur. Voilà. Et c'est pour ça que le droit peut amener le meilleur comme le pire. Le droit peut amener le meilleur comme le pire. Les actes de Vichy, c'était la loi. Hein. C'était la loi. Donc moi, j'ai toujours été convaincue, comme Lacordaire, qui disait c'est la liberté qui a servi, c'est la loi qui libère. Je crois fondamentalement que la loi protège les plus faibles. À condition, effectivement, que aujourd'hui, vous voyez la fac de droit à Sanaa, c'est pas la fac des années 70. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincue que... Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez pessimiste. Voilà. Et je pense que c'est une guerre de civilisation, mais cette guerre, elle est menée depuis les années 80 en Algérie. Et je suis assez surprise, parce que Ali Haroun, qui est un ancien ministre algérien, qui était un grand leader indépendantiste, lui, qui a contribué au report des élections et donc à mettre un terme au processus démocratique en Algérie dans les années 90. Quand je lui ai posé la question il y a 2 ans de savoir ce qu'il referait, il dit la même chose. Alors que la France a dit mais c'est une griffe que vous faites au processus démocratique. Et eux, entre la lutte contre les intégrismes religieux, le terrorisme religieux et la démocratie, ils ont préféré suspendre un temps la démocratie pour lutter contre l'islamisme. Et pendant ce temps-là, la France accueillait sur son territoire des gens qui commanditaient des attentats et des assassinats en Algérie. La décennie noire en Algérie dans les années 90, c'est 300 000 morts. Et la France les accueille, mais la France est tout emportée parce qu'elle a soutenu les Khmers rouges et elle a soutenu Khomeini.
On a donné l'asile à Khomeini, hein, et on a soutenu les Khmers rouges. Et c'est Le Monde. C'est pas le journal d'extrémistes. Quand on sait que c'est 2 millions de morts sur 7 millions d'habitants, on se dit, ah oui, quand même, mais moi je me méfierais des intellectuels dits de gauche. Voilà. Et on voit bien la césure qu'il y a aujourd'hui en France, entre un Todd ou un Michel Onfray, et l'espèce de bagarre entre le monde politique de gauche et les intellectuels qui ont été souvent maoïstes, je sais pas quoi, etc., et qui sont totalement en divergence par rapport à leur base politique. Moi, comme je ne suis pas intellectuelle et ni de gauche, ça me laisse une plus grande latitude. Comment ça s'est fait que vous êtes plutôt de droite ou conservateur ou je sais pas comment... Je pense que c'est la guerre d'Algérie en fait, c'est les harkis en fait, parce que pendant que les harkis étaient massacrés en Algérie, des gens comme Gaston Defferre leur disaient mais ils n'ont qu'à mourir chez eux. Voilà. Et qu'une partie de la droite, pas la droite gaulliste, mais l'autre partie a contribué, des militaires ont sauvé la vie des harkis. Et ça a été quelque chose qui m'a structurée intellectuellement. Et la gauche a toujours été... dans son combat idéalisé de ce que pouvait être la liberté, pour eux les harkis sont des traîtres. Et comme moi je suis une fille à papa, et que je comprends, donc voilà, je pense que ça pour moi c'est la vraie trahison est là. Les harkis, eux, soutenaient La République, ils soutenaient la République. Ils se sentaient français. Oui, ça leur a été bien mal. Ils ont été bien mal récompensés. Mais alors que la droite, c'est pas non plus la plus progressiste en matière de droits de femmes, justement. Bref, non, parce que les postes les plus importants des postes régaliens, si je regarde le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sont des femmes qui les ont occupés. Et puis la loi sur les conseils d'administration, c'est la droite qui l'a fait voter. Et la loi sur le parité, c'était en période de cohabitation. C'était Jospin et Chirac qui a réalisé. Il n'a pu se faire que parce qu'il y avait un accord entre la droite et la gauche. Et je crois que la France est un pays latin. C'est vraiment le pays méditerranéen par excellence. C'est pas un pays du Nord. Et qu'il faudra encore quelques années avant que la France soit exemplaire comme la Suède ou la Norvège. Et que c'est pas encore dans l'ADN de la France d'être portée par une question d'égalité. La preuve en est, c'est que même les études de l'INSEE sur les tâches ménagères, 80% des tâches ménagères sont assurées par les femmes. Donc quand vous avez des double ou triple vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même dans le milieu dans lequel je suis, qui est un milieu assez privilégié, qui est le milieu du droit, quand je vois des jeunes femmes qui sont avocates, et je le vis à la HAD, elles sont avocates, elles sont jeunes mamans, elles sont victimes de discrimination dans des cabinets d'avocats, et qu'elles-mêmes n'osent pas porter plainte, je me dis, comment voulez-vous que celle qui est ouvrière dans une usine, dans le nord de la France, puisse elle-même se battre pour ses droits, comme des gens très privilégiés qui baignent dans un milieu du droit, ne sont pas à même de défendre leurs propres droits. Et vous avez ce qu'on appelle des femmes qui sont placardisées, alors qu'elles sont jeunes avocates et jeunes mamans. Voilà, et que vous avez des femmes de médecins ou des femmes médecins qui sont battues par leur mari, et ça vous l'expliquez pas. Voilà. Et donc c'est des mouvements qui travaillent la société française, et que de toute façon je crois que ce sera un mouvement éternel et qu'il faudra toujours lutter. Sur vos 4, je veux prendre là, il y a vos combats, alors ça va avec les enquêtes que vous avez faites dans différents pays, je suis sûre que vous continuerez à un moment ou à un autre, je prendrai ça. Je prends 4 grands actes du parcours, maître de conférence à la Sorbonne, c'est le droit, présidente de la HALD, c'est quand même passionnant, j'imagine. Une expérience, secrétaire d'État à la jeunesse et des associations, et aujourd'hui, maître de requête. J'étais avant. C'est pas dans le sens. En fait, j'étais maître de requête juste là. En fait. Non, parce que je pense que vous étiez. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a le plus passionnant en tant qu'expérience? Bien sûr, tout ce qui est droit, quelque chose. Non, c'était la guerre. Enfin, ce qui était amusant, mais sans doute la postérité, peut-être que c'est le coup. Non, d'être ministre de la Jeunesse, c'était passionnant parce que c'est le destin, en gros, de 18 millions de personnes. Parce que vous vous occupez de personnes dont personne... Il n'y a pas de... Tout le monde parle de la jeunesse pour véritablement mener une véritable politique et donner les moyens à la politique de la jeunesse. Et donc, c'était aussi... Je voulais aborder la jeunesse à travers ces mots parce qu'il faut toujours que la jeunesse aille bien. Et en fait, quand j'étais ministre, j'ai travaillé avec Cyrulnik sur le suicide des enfants. Et donc, on avait travaillé sur... Parce que c'est la deuxième cause de mortalité des moins de 25 ans. Le suicide, le mal-être des jeunes. En France, il y a 4 millions de personnes qui consomment des psychotropes, donc, du Prozac. Le pays est dépressif, la France est un pays dépressif, les gens vont mal. Et on a constaté que de plus en plus jeunes, les enfants se donnaient la mort jusqu'à 8 ans.
Et donc ce phénomène était nouveau et travailler avec celui qui a travaillé sur la résilience à partir d'études, on a fait une approche interdisciplinaire. Je trouvais que c'était... La France n'aime pas avoir ses problèmes, il faut toujours dire que tout va bien. Et donc on a fait les choses un peu en voyou parce qu'on a caché le rapport jusqu'au dernier moment pour éviter que l'éducation nationale ne tombe dessus. Ou la santé, parce que souvent la France est des précarés et forcément le suicide est une maladie et donc il faut travailler avec l'approche médicamenteuse et chimique. L'éducation nationale, il ne faut surtout pas dire que l'école peut être anxiogène, donc il ne faut pas dire que les enfants vont mal. Et donc nous on a fait des choses transversales, on a travaillé sur le binge drinking et je suis très heureuse parce qu'on l'a fait avant. Et aujourd'hui il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti sur les dangers de la jeunesse, ces jeunes qui boivent beaucoup d'alcool. Et on a travaillé sur le balcon, c'était assez amusant. On n'avait pas un euro, parce que en réalité on a s'occupé de 18 millions de personnes avec 200 millions d'euros et 200 millions d'euros qui déjà étaient préemptés. Et donc c'est quand même la possibilité quand on est à ces postes-là de changer, de bouger les lignes. Et je crois que ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu, les parents m'ont toujours dit que c'était possible si on travaillait. Et que même si on n'a pas de moyens, s'il n'y a pas de moyens budgétaires, même l'État le plus pauvre au monde peut faire changer les choses à condition de se donner une ambition politique. Voilà. Et je crois que, moi je l'ai vu dans des pays comme le Kenya, quand je vois des gamins qui font des kilomètres pour aller à l'école, je me suis dit le Kenya est un grand pays. Voilà. Ils consacrent 6,7% de leur PIB à l'éducation nationale. Et quand vous voyez que vous avez dans la presse, vous avez chaque année, il y a des diplômes qui doivent être l'équivalent du certificat d'études ou du brevet. Vous avez un palmarès des écoles qui ont le plus. Et quand vous avez cette valorisation dans la presse quotidienne, que ce soit la presse quotidienne régionale ou nationale, et qu'on valorise autant l'école, je me suis dit, waouh, ça veut dire quelque chose, il y a un moteur dans une société et l'école en fait partie. Voilà. Et qu'il y a un plus grand amour de l'école au Kenya qu'il y a en France. Donc, comme j'ai toujours été convaincue que le progrès allait avec l'école, je mets de l'espoir en Afrique, je reviens un peu moins où quelque part, il faut traîner les gamins pour qu'ils aillent à l'école, payer les parents pour qu'ils emmènent leurs enfants à l'école, alors qu'en Afrique, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'eau potable, et pourtant ils doivent payer les droits d'inscription, ils doivent payer l'uniforme, ils doivent payer le livre, parce que c'est une fausse gratuité, et ils vont à l'école. Et je me dis, alors c'est pas un modèle, et je me suis dit, et le Kenya, quand on dit c'est la nouvelle Silicon Valley, c'est vrai, parce que je l'ai vu, et parce que j'ai vu qu'il y a un pays, alors c'est l'Afrique anglophone, pas francophone, donc c'est deux modes de colonisation un peu différents, il n'y a pas un expat dans les entreprises françaises qui sont en Kenya. Ça veut dire qu'en fait, ils sont capables de former une élite au plus haut sommet en fait, d'une entreprise comme Lafarge, qui fait du ciment. Tous les cadres au sud, en fait, sont kenyans. Et donc, on n'a pas besoin d'importer, en fait, ces fameux expats qui vivent entre eux dans des pays et qui ne font pas profiter les pays d'accueil. Voilà. Et ça, je me suis dit, bon, bah ok. Et ils produisent tout, ils produisent du beurre, ils produisent du lait, alors que vous allez en Afrique francophone, vous avez les produits laitiers sont importés, etc. Quand vous voyez le Kenya, vous dites, bon, d'accord, ils ont Al-Shabaab, mais j'ai de l'espoir pour le Kenya. Moi, je vous suis avec le Bénin, qui est un des plus grands campus universitaires. Il y a une fac de droit magnifique. Et bien, ça fait plus de 4 ans qu'ils n'ont pas venu un ministre français. Le Bénin, on dit que c'est le quartier latin de l'Afrique. Non, c'est ce qu'on dit du Bénin. Hein, donc, et pas depuis 4 ans, il n'y a pas un ministre français qui est allé au Bénin. Et donc, les vraies zones de croissance et les progrès, on n'y va pas. C'est mon grand drame là. Et pourtant, le campus, c'est un des meilleurs. Le campus universitaire, il y a de toute l'Afrique. Il y a des groupes français comme Bolloré qui y est. Ouais. Et Michel Roussac, qui est ancien ministre de la coopération, me parle tout le temps du Bénin. Et donc, du coup, je sais très bien que c'est le quartier latin d'Afrique et que la France les intéresse aussi du Bénin. Donc, il y a Lionel Sansou qui parle. Non, parce qu'il y a Lionel Sansou, qui est le patron de PAI, qui a sa fille, qui a une fondation. Mais on a du mal à en croire encore en Afrique, alors que moi je crois. Moi je suis convaincue qu'il y a des grandes zones de développement, qu'il y a des zones à risque, mais que le meilleur est toujours possible. Je crois que c'est pour ça que, c'est comme ces poissons qui sont dans de l'eau, ou que l'eau commence à manquer et qui continuent de s'agiter. Voilà. J'ai le sentiment d'être un peu dans ces poissons, vous savez, quand le cours de la rivière ça sèche, vous avez ces poissons qui gigotent dans tous les sens. Je suis ce poisson qui est en train de s'agiter, alors peut-être pour rien. Et c'est pour ça que je trouvais que Sébastien Cassio était le moucheron contre l'éléphant. Je suis un moucheron contre un éléphant, donc je suis seule, ça je le reconnais. Mais pas totalement seule, mais je suis Elisabeth Badinter, on est quelques personnalités en fait. Mais c'est vrai qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas faire la révolution. Je vais pas je ne vais pas descendre dans la rue avec des armes pour faire la révolution.
Mon combat ne peut être qu'un combat intellectuel à travers des livres, à travers l'image. Et j'espère pouvoir faire un deuxième documentaire en Iran. Mais pour le moment, je suis interdite de séjour en Iran. Mais mon grand combat, c'est les femmes, mon grand combat, c'est les filles. C'est pas le reste, après tout, c'est les global. Pourquoi est-ce que vous êtes interdite? Disons que si certains ont douté de ma relation amoureuse avec Stéphane Charbonnier, l'Iran n'en doute pas. C'est la raison pour laquelle, pour les caricatures que mon compagnon avait publiées dans son journal, je suis interdite de séjour pour le moment, mais je ne désespère pas d'aller un jour en Iran. Et je pense que c'est une grande civilisation, très ancienne, que c'est un berceau de l'humanité. Et puis que quand vous avez plus d'étudiants, quand je dis là, je vois dans les sociétés où les femmes sont très présentes. Et quand je vois le cinéma iranien, je suis époustouflée. Dans le cinéma français m'ennuie, mais je vais pleurer devant les Chapersins. J'ai pleuré en fait, je pleure dans le bus 689. C'est-à-dire que je trouve que l'espèce d'oxygène vient d'ailleurs. En l'occurrence, c'est un film égyptien, le bus 689. Vous savez, c'est ces femmes qui sont victimes de harcèlement réalisé par un homme. Et on pleure parce que c'est la réalité au quotidien, mais les femmes en Algérie vivent la même chose. Un homme réalise ça, et dans les bonus, quand vous regardez les bonus du DVD, en fait, la femme qui joue la bourgeoise qui a été victime d'attouchement sexuel au cours de la sortie du match, en fait, son mari de l'actrice n'a pas voulu qu'elle tourne cette scène. Donc c'est une doublure qui a tourné cette scène-là, et la doublure, en fait, l'équipe du film n'avait pas anticipé le mouvement de population, et la doublure a été elle-même victime d'attouchement sexuel. Et ce film-là, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, vous connaissez un réalisateur qui est capable de faire comme fait, par exemple, les réalisateurs belges comme les frères Dardenne ou Ken Loach? Vous n'avez plus ce cinéma engagé, ce cinéma social qui prend une cause et qui se bat. Voilà, mon grand drame est là, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de prendre un peu d'oxygène, parce que autrefois, vous avez des gens qui étaient engagés dans des causes. Alors vous avez, je dis Ken Loach, ça, les frères Dardenne, pour ces causes sociales. Il avait en Iran, c'est exceptionnel. Moi, je suis bluffée. Je suis bluffée par le cinéma étranger, ou même indien, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Quand vous voyez la situation des femmes en Inde, sincèrement, l'État islamique dans la barbarie, bon, ça y est, quand vous voyez, vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a un viol toutes les 9 secondes. Un viol de femme toutes les 9 secondes. Tout le monde a dit, ouais, super, tout le monde a célébré, c'était la Coupe du Monde de je sais pas quoi, de foot ou de rugby ou je sais pas trop quoi, foot. Mais tout le monde... Les deux. Ah, les deux. Il semblait bien qu'il y avait eu aussi les deux. Mais personne n'a dit la question des attouchements sexuels ou des viols. Moi, je dis, moi, je devais aller tourner en Afrique du Sud, mais j'ai été terrorisée à l'idée d'aller en Afrique du Sud. Et pourtant, j'étais très heureuse d'aller au Yémen, mais j'avais peur d'aller en Afrique du Sud, parce que l'État, c'est un des plus dangereux au monde, et pour les femmes, c'est un enfer. Il faut lire les rapports. Enfin, je j'ai que ça à faire dans ma vie, de lire des rapports des Nations Unies, PNUD, bon, en même temps, ce qui est mon travail aussi, mais il faut les lire, en fait, parce qu'ils existent. La seule chose, c'est qu'on se refuse à les voir, à les lire et à se dire on préfère parler d'autres choses, et vous avez raison, l'information chasse une information. Vous parlez de l'Afrique, que pensez-vous du projet de Jean-Louis Bordeaux pour l'Afrique? Je ne connais pas. Non, d'abord parce que je me suis coupée du monde politique et que ces derniers mois, je vis un peu ailleurs. Je suis un peu coupée de tout. Mais voilà, mais je pense que l'Afrique est aux mains des Africains, et quand je vois ces grands leaders africains, je me dis, voilà, on n'a pas de... Moi, je suis très modeste parce que j'ai vu des femmes exceptionnelles au Kenya, et notamment qui étaient à l'UNESCO, et je me dis que j'aime pas quand... C'est peut-être parce que je suis la fille algérienne, mais j'aime pas quand on dit on va aider ou de... La politique d'aide au développement, c'est toujours quelque chose de très compliqué, et que je pense que l'Afrique se développera par elle-même, et elle le prouve. Est-ce que j'ai quand même une question, justement, dernière question en Finlande, mais ça peut être aussi dans un autre pays. Est-ce que peut-être aussi que là, personne n'a douté de votre francité, être français, c'est-à-dire on dit c'est madame, la ministre qui vient de France, il n'y a personne qui va dire elle est d'origine de quelque chose. Non, je pense que c'est typiquement français. Enfin, là-bas, je serais étrangère dans un pays étranger aussi. Non, mais vous serez française. Oui, mais... vous l'êtes ici aussi, mais je veux dire, il n'y a pas cette justification. Non, je crois que les femmes. De toute façon, il faudra aller là-bas interviewer pour savoir comment ça se passe, quoi. Comme a dit Christine. Non, mais je pense que c'est une autre vie, c'est une manière de reconstruire.
Non, c'est le pays des aurores boréales. Le pays des aurores boréales. Et du Perche. Et du Perche. Les attaches d'or, pas les attaches. Ça, c'est pour Maille. Eh ben, mille merci. Merci de ne pas nous avoir décommandé. Non.